On va d'abord débriefer ce dernier match. On le rappelle, donc 2-0, succès rennais. Les buteurs, Frankowski et Merlin. Et puis, donc, il y a eu ce carton rouge d'Alexandro, un carton rouge direct, on le rappelle, parce qu'il a fait faute sur Mbolo et donc il était en position de dernier défenseur. C'est comme ça qu'on a analysé ce carton rouge qui est intervenu à la 14e minute. Et puis, tu l'as dit, une nouvelle fois, Olivier Létang absolument insupportable. Le président rennais, donc, qui est descendu... Lillois. Comment ? Lillois, ex-Rennais, mais Rennais, mais il l'a été aussi. Oui, le président lillois, Olivier Létang, qui est descendu des tribunes, qui était donc au niveau de l'espace entre les deux bancs, et à la mi-temps, il s'en est pris à l'arbitre. Je vous invite à aller sur rmcsport.fr pour lire l'article. Il a déclaré à l'encontre de Monsieur Vatelier: vous savez ce que vous avez fait, c'est une honte, c'est un scandale, j'en reviens pas, vous n'êtes même pas capable de parler calmement. Et on rappelle évidemment qu'Olivier Létang est un récidiviste en termes de prise de parole et d'attitude absolument inadmissible envers les arbitres, que ce soit en Ligue 1 ou aussi sur la scène européenne. Mais il y a du foot et c'est ça aussi l'important. On rappelle que les Rennais sont sur une très bonne dynamique. Tu l'as dit, Flo, c'est impressionnant. C'est 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs de Ligue 1. Il y avait juste eu ce faux pas face au PSG et fin de série donc pour Lille qui s'arrête après 4 victoires consécutives. Flo, tu as envie d'insister sur les Rennais, le renouveau rennais? Non, déjà, oui, il faut parler de Rennes effectivement, parce que même si le scénario est favorable, ils ont fait la diff très tôt, d'abord en début de deuxième période, même si Lille, comme un peu hier d'ailleurs dans le match qu'on a eu hier avec l'équipe qui est en infériorité numérique, qui n'est pas si mal, qui est plutôt valeureuse, mais il faut reconnaître que Rennes a su être efficace à un moment je dirais très dur, parce que psychologiquement, quand tu prends un but puis un deuxième, on sent qu'après, côté lillois, c'est compliqué. Après, pour revenir sur ce que tu viens de dire sur ce qui s'est passé avec le carton rouge, d'abord, a priori, pour moi, il n'y a pas de scandale, mais sur le carton rouge, après, on peut débattre, mais ce qui est plus étonnant, c'est que, quelle que soit la vision qu'on ait de cette faute et de ce carton rouge direct, c'est de voir derrière toute la nervosité que ça déclenche. Alors donc, on a parlé de Létang, qui effectivement, à nouveau, fait des déclarations qui sont dingues, parce que on a l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Mais même c'est sûr, mais parce qu'en fait les sanctions sont pas réelles. En fait. Ouais, mais même Genesio, après, ce qui me gêne un petit peu, moi, c'est que j'ai vu des joueurs qui calmaient Genesio pour qu'il n'aille pas voir l'arbitre. C'est les joueurs qui ont fait en sorte de rester dans le match. Ça fait partie du jeu. Tu sais très bien comment justement l'arbitre. Je comprends pas que tu dises ça. Non, parce que tu vois pas ça sur tous les terrains. L'entraîneur qui veut aller voir l'arbitre et les joueurs qui calment l'arbitre. Moi, je trouve que Genesio est sorti de son match. Tu vois, à un moment donné, il ne s'est pas remis pendant 40, 50, 60 minutes. Toi, mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire un entraîneur qui vient essayer d'influencer un petit peu l'arbitre en essayant de lui expliquer qu'il a fait une faute, alors qu'elle soit réelle ou pas. Pour moi, je suis d'accord avec toi, Flo, il y a carton rouge et ça doit être réglé. Maintenant, ils sont dans son rôle. Alors, c'est différent, le président qui sort et qui descend des tribunes pour aller dans la zone mixte, pour aller voir l'arbitre. Ça, pour moi, je suis d'accord avec toi, ça devrait pas arriver, mais ça arrive parce que c'est Olivier Létang, mais ça fait partie du ballon. C'est-à-dire que des gens qui usent un petit peu de leur statut pour pouvoir influencer l'arbitre, le corps arbitral, c'est pas nouveau. Maxime, tu as un joueur qui doit penser au terrain, en l'occurrence Ben Taleb, et il y en avait d'autres. Et alors, Ben Taleb, il a déjà beaucoup de choses à faire sur le terrain, à essayer d'être bon, à gérer le fait qu'ils sont en infériorité numérique, et il se retrouve à devoir gérer son entraîneur. Moi, je trouve ça lunaire. Tu vois, hier, j'ai parlé de Pierre Sage en disant ce qui me plaît dans son management, c'est son calme. Je suis d'accord avec toi. Et moi, si ce soir, par exemple, il arrive ce qui est arrivé à Lille, c'est-à-dire un carton rouge rapide dans un match, je prends le pari, et tout le monde le sait pour le voir, que Pierre Sage va se dire immédiatement, qu'est-ce que je fais pour l'équipe, quel aussi visage je montre à mes propres joueurs. Je vais te donner un exemple. Dans le match Rennes-Lens, Lens est réduit à 10 très vite. Tu te dis à ce moment-là, c'est vraiment un avantage pour les Rennais. Et en fait, Sage transmet l'idée à ses joueurs qu'en gros, il faut continuer à jouer comme prévu, qu'il faut aller surprendre presque les Rennais en étant haut, et ils font un match incroyable qu'ils doivent gagner d'ailleurs tous les jours. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette nervosité qu'on voit et qui évidemment est transmise par le président, Genesio était à l'unisson. Si sur le moment, on l'a vu, s'est énervé, ok, pendant 5-10 minutes, tu as du mal à digérer, mais que 40 minutes après, et même au retour des vestiaires, il y a cette scène hallucinante. De pas sortir. Alors, il y a le coup de pas sortir, qu'à mon avis, effectivement, j'ai entendu Maxime en parler, je pense qu'effectivement c'était volontaire de la part de Létang et Genesio. Puis après, derrière, il y a cette discussion un peu lunaire entre Genesio et Bey. Je sais pas ce que Genesio est allé dire à Bey en mode
mode il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on marque le coup. J'avais l'impression qu'il lui disait c'est pas possible que ça continue, mais j'avais dit mais les mecs vous avez pété les plombs. S'il y avait eu un scandale incroyable, tu dis bon bah je sais pas, quittons le terrain, on pose une réserve technique. Mais à partir du moment où tu es sur de l'interprétation et que ça ne te paraît pas être un scandale, sortir du match à ce point, offrir une attitude comme celle-là à tes propres joueurs, moi je pense que les joueurs ont été exemplaires à l'inverse. Comme André. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'entraîneur est le capitaine de son bateau, c'est lui vraiment qui doit mener son équipe. Après, il y a ceux qui montent sur le terrain, et en particulier quand il va parler à l'arbitre, et ce qu'il va dire dans les vestiaires. Ça ne veut pas dire parce qu'il a été parlé à l'arbitre. Une fois qu'ils sont rentrés dans les vestiaires, il a commencé à péter les plombs. S'il faut, voilà, c'est aussi peut-être un show. C'est exactement la même chose de l'étang. Quand l'étang descend dans la zone mixte, justement, c'est pour montrer, voilà, on est là. Tu peux pas faire n'importe quoi. Là, je parle à l'arbitre en règle générale. Donc, oui, voilà, mais ça, encore une fois, ça devrait être exister. interdit. Ce que je comprends, t'as raison, Maxime, t'as raison. Tu fais la comparaison avec Pierre Sage, il faut arriver à faire la différence entre ce qui est montré publiquement parlant, et c'est-à-dire sur le terrain, et ce qui est dit dans les vestiaires. Et je pense que ça, il faut. Alors, t'as raison, j'imagine, et j'espère que Genesio n'a pas passé sa mi-temps à pester contre l'arbitrage, et t'as raison aussi sur le fait que l'étang, à mon avis, c'est une erreur, comme dit Karine, mais néanmoins, il pense, lui, qu'il faut faire du Olas. Et il fait du Olas plus. Et ça, il se dit, c'est comme ça en France. Non, mais peu importe. Là, moi, j'en suis convaincu. Mais si tu veux, j'essaie de t'expliquer ce que les Marseillais ont pensé devoir faire l'an dernier. Après, ils ont abandonné parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de stratégie. Mais c'était une stratégie. C'est-à-dire, on va montrer les muscles, on va montrer à tout le monde qu'on est capable d'eux. Et on a eu cette scène hallucinante l'an dernier où les deux, Benatia et Létang, se sont retrouvés comme deux shérifs sur le banc, sur le terrain. Donc, si tu veux, effectivement, tu as raison, les sanctions sont sans doute pas assez lourdes, mais surtout, moi j'ai envie de parler d'éducation, j'ai envie de parler. Létang est un président dont on loue l'action pour dire tout ce qu'il a fait de bien au niveau économique, en termes de management, de recrutement. Et moi je trouve que tout ça est mis par terre par cette attitude-là. Donc, on connaît bien Olivier Létang, on sait ce qu'il est capable de faire, mais moi, je ne comprends pas que tu montres cette attitude-là, surtout encore, je le répète, sur une action qui ne me paraît pas être un scandale absolu. Moi, j'ai envie de dire comme hier, est-ce que tu peux d'abord tu dois plutôt t'en prendre d'abord à tes joueurs, à cette mauvaise relance. D'ailleurs, c'était le cas d'Alexandro, que j'ai pas trouvé d'ailleurs lui-même très virulent. Après, il était certes un peu surpris, déçu, mais il est sorti relativement calmement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, moi je pense. Quand un joueur ne critique pas la décision, c'est qu'au fond, il sait qu'il y a quand même. Voilà, c'est légitime. Mais je suis d'accord avec toi. Tu loues les qualités du président Olivier Létang, qui a fait du très bon travail et qui fait du très bon travail à Lille. J'ai la certitude que s'il agit de cette manière-ci, et tu as fait le lien par rapport à ce qui s'est passé avec l'Olympique de Marseille et Mehdi Benassia, j'ai la certitude qu'il le fait exprès. Alors tant qu'il n'y aura pas de sanctions, et je suis d'accord avec toi. Mais il le fait depuis des années. Ouais, voilà, mais justement, c'est voulu. C'est voulu, c'est bien sûr que c'est voulu, mais c'est inadmissible. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des instances de la fédération qui doivent mettre en place des sanctions et qui doivent les appliquer de manière à ce que ça n'existe plus. Sauf que les sanctions qui concernent les présidents, même si elles sont sévères, elles n'ont pas vraiment une grande influence sur les équipes. Parce que si tu prives Létang d'aller dans les vestiaires, ce qui serait à mon avis très bien pour lui, mais vers la zone des vestiaires, ça va pas changer grand-chose en fait. Et puis même en Europe, il y a eu 10 000 euros d'amende, 10 000 euros, on sait même pas qui les paye, mais c'est du pipi de chat, que ce soit pour Létang ou pour le club. Moi, ce qui m'étonne plus de sa part, c'est quand tu es un dirigeant de ce niveau-là, et là j'entends ce niveau-là parce que c'est le dirigeant de Lille, le président de Lille, mais aussi du niveau que j'estime être celui d'Olivier Létang, à savoir être un gars intelligent évidemment, compétent. Je me demande jusqu'à quel point sa sortie, qui était quand même dingue en Coupe d'Europe, aller dire j'ai eu Séphérine au téléphone, enfin ou je sais pas quoi, j'ai déjà envoyé un message à Séphérine. Je te demande, on dit que le foot rend dingue. J'ai envie de dire, oui, là c'est sûr. Là, j'ai vu la fin, à la mi-temps, ils arrivent volontairement en retard. Il s'en prend encore face à la caméra de Ligue 1+, à l'arbitrage. J'ai vu Sylvain Armand qui était dans les parages. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs, Sylvain Armand. Mais bon, il a rien, il a rien dit. Mais il avait été aussi, lui, à une époque, suspendu d'ailleurs, je crois, pour des attitudes non adaptées. Et Genesio, toujours hors de lui, qui fait un cinéma pendant le début du match. Moi, je connais bien Genesio, je l'ai vu à Rennes. Je ne reconnais pas là non plus vraiment le Genesio que j'ai vu avant. Donc, ce qui m'inquiète juste, c'est que Lille est une très bonne équipe, qui effectivement est désavantagée par le scénario. C'est sûr que c'est très compliqué de jouer contre n'importe quelle équipe à 10 contre 11 aussi longtemps. Ok. Mais la faute, elle incombe d'abord à tes défenseurs. Je crois que c'est Verdon qui fait cette mauvaise passe à Alexandro. Je suis désolé, Alexandro, la première réaction qu'il a, c'est de s'en prendre à Verdon en disant qu'est-ce que tu m'as mis comme banane parce que j'étais obligé de faire faute. Donc, c'est ça la réalité, la première réalité.
avant de t'en prendre à l'arbitre. Et donc toute la communication de la semaine et de l'année pour le LOS, ça va être de dire en fait on s'est fait voler sur cette action et donc on a perdu le match à cause de ça. Moi je crois que c'est un peu court. Et ce qui m'inquiète, c'est effectivement de voir que des gens, dans les deux cas, entraîneurs, présidents, qui sont des mecs compétents, qui ont des grandes qualités, l'un et l'autre, chacun dans leur domaine, n'ont pas su rester dans ce match. On va parler effectivement aussi du sportif parce que Lille a eu des occasions. On rappelle le très bon ballon, notamment d'Olivier Giroud pour Fernandez Pardo qui n'a pas été converti. Paul, supporter lillois, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Paul. Salut l'équipe. Salut Paul. Salut Paul. Paul, est-ce que tu es déçu de la prestation de ton équipe ? Ok, elle était à 10, mais est-ce qu'elle pouvait faire mieux ? Honnêtement, moi j'entends le débat que vous avez eu sur Olivier Létang et sur sa fâcheuse habitude de venir mettre la pression sur le corps arbitral, qui d'ailleurs ne donne jamais de résultat, parce que sur les 5 dernières rencontres, ou les 5-6 dernières rencontres, on a eu 3 cartons rouges. Donc bon, ça prouve bien qu'il a beau venir en bord de terrain, mettre la pression, ça marche pas vraiment. Donc moi je veux bien qu'on ait ce débat-là, mais en fait quand vous jouez à partir de la 13e minute à 10 contre 11, moi je sais pas comment on fait pour avoir une analyse structurée sur le match. Oui, on a eu quelques occasions, mais en fait le match il est tué à partir de la 13e minute. Ouais, mais tu vois par exemple l'action de Fernandez Pardo, puisque il se trouve que les Rennais, et c'est toujours un problème d'ailleurs, hier on en parlait, c'est Sage qui expliquait ça très bien en disant on est un peu déstabilisé quand on est à 11 contre 10 pendant quelques minutes pour savoir ce qu'on doit faire. Et Merlin l'a dit à la mi-temps, il dit bah oui ils sont malins parce qu'ils savent que nous on monte encore plus haut, ils nous prennent dans le dos. Bon bah sur cette période-là, Lille a parfaitement joué le coup. Bah Fernandez Pardo, il rate son face-à-face face à Samba. Bon, est-ce que ça c'est de la faute de l'arbitre ? Il y a encore des occasions. Non mais j'entends, mais honnêtement hier je regardais le match Lens contre Toulouse. Toulouse, merci. Enfin, tu sais très bien que quand Toulouse prend carton rouge, tu sais très bien qu'à la fin des fins, Lens va gagner. Bah non, Paul, il y a des équipes qui gagnent à 10 contre 11. C'est différent, tu joues contre Lens, c'est le leader de la Ligue 1. La vraie frustration, on arrête tranquille. Non, vas-y. On arrête tranquille. Non mais calme-toi Paul, on te dit juste qu'il y a des équipes qui gagnent à 10 contre 11. Vas-y Paul. Non mais pas quand tu joues plus d'une mi-temps à 10 contre 11, ça n'existe pas. Lens hier, ils avaient juste à laisser terminer le match, à laisser couler le match, et à la fin ils allaient mettre les buts et puis l'équipe adverse. Là aujourd'hui, quand tu prends un carton rouge à la 13e minute, tu sais qu'à la fin des fins tu perds le match, parce que tu peux surtout contre une équipe qui joue très bien comme Rennes, avec ses qualités et un entraîneur qui propose du bon jeu, tu sais très bien qu'à la fin des fins tu vas prendre le bouillon parce que la fatigue prend le dessus, et tu sais qu'à la fin des fins tu perds le match. Bah aujourd'hui c'est ce qui s'est passé. Et après, en fait, ça peut arriver malgré tout, tu es d'accord avec nous, de pouvoir gagner même en infériorité ou de garder numérique. le match nul. Mais pas quand tu prends un carton rouge à la 13e minute. Mais enfin, c'est faux ce que tu dis, en fait, Paul. On te donne l'exemple, par exemple, entre des Lensois et des Rennais. Ça a fini un score de parité et le carton rouge, il est arrivé au bout de 30 secondes. Oui, d'accord, mais il y a toujours des points aberrants dans une cartographie statistique. Là, donc toi, les Lillois pouvaient rien faire de mieux ce soir. C'est exactement la situation avec le Mali contre la Tunisie d'ailleurs. La Mali contre la Tunisie, voilà, qui joue en infériorité numérique et qui malgré tout, alors certes au penalty, mais arrivait à faire quand même match nul et gagner le match. Donc ça arrive après. Non, mais tu peux toujours essayer de te recroqueviller sur ton but et essayer de tenir le match nul. Bien évidemment, parfois ça arrive. Et la preuve, vous me donnez des exemples. Mais la majorité des cas, et vous me permettrez de le dire, quand tu prends un carton rouge aussitôt dans le match, difficile de gagner un match. Tu perds le match. C'est clair. Non, mais ça ok. Mais après, la question est, à part changer les règles du foot et dire on va créer, comme demande coach Courbis, une exclusion temporaire ou autre, bon bah voilà, c'est la réalité. On sait que dans ces cas-là, tu as l'expulsion définitive qui est possible. Moi, je dis juste, j'en reviens toujours à ce que j'ai dit hier sur Emerson et sur sa faute côté toulousain, ou ce soir sur celle d'Alexandro. Qu'est-ce qui amène cette faute ? Quel est le manque de maîtrise technique ou hier c'était plutôt de gestion émotionnelle qui amène cette faute? C'est ça qui compte aussi. Et puis derrière, effectivement, même sans faire un exploit incroyable, je pense que Lille, s'ils marquent par Fernandez Pardo, ils ont les occasions. Je pense qu'un nul est tout à fait envisageable et possible. Et même, je vais même aller plus loin, à 0-2. Et ils ont vraiment pas de bol, notamment sur je crois que c'est Haraldson avec qui est contré par Jacquet. Ils ont quand même une ou deux occasions encore. À 2-1, je sais pas quelle aurait été la fin du match. Donc, il y a toujours des possibilités. Mais après, tu as raison. C'est dur. Et à la 13e minute, c'est tôt. Et donc, derrière, en tout cas, c'est pas possible de critiquer les Lillois, moi je crois ce soir, les joueurs, je parle sur ce qu'ils ont produit sur le terrain. Je pense qu'il y a une vraie frustration finalement de la part des Lillois parce qu'ils savaient que jouer contre Rennes à domicile, voilà, c'est un concurrent en place européenne, et derrière quand tu regardes le calendrier qu'ils ont derrière,
parce que bon, ils reçoivent, que ça soit Lyon en Coupe de France, mais derrière ils ont le PSG, ils ont le Celta Vigo, Strasbourg. Ça peut être un mois de janvier très très compliqué pour les Lillois, et c'est vrai que c'était très important de pouvoir gagner ce soir contre Rennes à domicile. Et ils perdent en plus Alexandro, qui était un maillon fort avant, qui revenait et qui va donc être absent probablement 2 matchs, puisque rouge direct. Alors, il y a certaines équipes, tu vois, par exemple, que ce soit les Monaco en Liga, qui ont vraiment souffert des absences et des blessures. Moi, je pense que Lille, là, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal, que ce soit janvier-février. Tu vois, on en reparlera, mais je pense il y a le problème de la CAN, ça, c'est une évidence. Ça va être l'équipe qui va dropper ce mois-ci. Paul, est-ce que tu es inquiet, effectivement? Là, il y a des échéances importantes qui arrivent pour vous et vous avez des éléments majeurs qui, malheureusement, sont partis à la CAN. Mais bon, ça, c'était prévisible, vous le saviez. Oui, non, bien sûr, on le savait, mais après, c'est ce que vous dites. Là, on a un calendrier qui vient, qui est un petit peu, qui est malheureusement un petit peu inquiétant, entre les blessures et les personnes qui ont pris des cartons rouges sur les matchs récents. Voilà, je suis un peu inquiet. Après, on a montré sur les dernières séries de matchs compliqués où on nous prédisait un petit peu l'enfer, qu'on arrivait quand même à faire des belles performances. Donc, je reste malheureusement, enfin, assez heureusement, assez confiant. Après, et je suis désolé, moi je passe suffisamment sur vos antennes et je pense que vous savez que je parle pas souvent d'arbitrage, mais là je suis désolé. Moi je suis assez d'accord avec Daniel Riolo qui a eu, vous avez vu cette discussion, ce débat il y a pas très longtemps. Il y a trop de cartons rouges. Là on est le 4e match de la dernière journée, enfin de la journée actuelle. Il y a eu 3 cartons rouges. Il y a trop de un à Toulouse, un à Monaco, et donc un à Lyon. Et moi, je te rejoins. On en parle assez souvent. Et la problématique, on peut débattre et on peut analyser ce match aussi, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire quand il y a un match et joué à 10 contre 11 pendant 75 minutes. En effet, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, je pense qu'on se rejoint. On a le même avis sur l'arbitrage français. Vraiment, je parle pas souvent d'arbitrage. Non, mais tu as tout à fait raison d'en parler, en tout cas. Mais 4 matchs sur cette journée de Ligue 1, déjà 3 cartons rouges. Et 2 matchs qui sont pliés trop tôt. Et je suis désolé, mais on est dans une époque, on est dans une année, dans une saison où la Ligue 1 joue un peu sa peau. Vous avez ces débats 1 million de fois sur vos antennes, donc c'est pas à moi de le refaire aujourd'hui. Mais l'arbitrage doit suivre et peut pas tuer les matchs aussitôt. Et moi, je suis désolé, je suis un peu nerveux ce soir parce que voilà, c'était la reprise de la Ligue 1. Mais dans ce cas-là, il y a juste un point qui est compliqué. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je préférerais avoir un match à 11 contre 11. Je l'attendais avec impatience et ça n'a pas été le match du début de week-end à cause de ça. Hein. Tu as tout à fait raison. Mais dans ce cas-là, il faut changer la règle parce que l'arbitre à qui on dit dernier défenseur, faute qui empêche chez Canil l'action, c'est carton rouge. C'est difficile de lui dire bah non, si c'est à la 13e minute, pense peut-être à mettre seulement un jaune. Très compliqué. Donc, soit on change le règlement, pas la règle, mais le règlement pour favoriser, on va dire, le fait qu'il y ait moins de cartons rouges. Moi, je serais d'accord évidemment avec ça. Mais là, dans l'état actuel des choses, on peut pas dire, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que l'arbitre ait fait une erreur manifeste. Voilà. C'est ça surtout. Merci Paul d'avoir été avec nous, supporter lillois. Messieurs, on va parler de Rennes parce que Rennes, c'est vraiment impressionnant. 6 victoires sur ces 7 derniers matchs de Ligue 1. J'enlève donc la défaite face au PSG. Il y a eu également cette qualification en Coupe de France. Rennes qui a 30 points à l'issue de la 17e journée. Des choix également ce soir de la part d'Habib Beye. C'était Mbolo et Meïté devant. Le Paul, le meilleur buteur rennais, est entré en seconde période. Il y a Blas également qui n'est plus titulaire, qui est rentré après l'heure de jeu. Il faut quand même aussi mettre l'accent sur ce que fait bien. Ce que fait de bien, oui c'est mieux. Ce que fait de bien les Rennais et Habib Beye, parce qu'ils auraient pu aussi s'énerver les Rennais. Finalement, ils ont laissé vraiment les Lillois se mettre un coup de chaud tout seul. Ça m'a intéressé quand même effectivement de voir le match à 11 contre 11 parce qu'Habib Beye, il tente un peu quelque chose ce soir, tout en restant dans son idée. Et il y a plusieurs choses intéressantes, et notamment en sortant le Paul et en tentant Meïté. Et donc, il est dans l'idée de l'imprévisibilité. Donc, il a joué un petit peu à l'apprenti sorcier et j'aurais aimé voir ce que ça donnait parce que, bon, moi, je suis un grand fan de Meïté, mais en tant que titulaire, pour l'instant, c'est pas la même chose que quand il entre en jeu. Donc, j'étais pas persuadé que son système avec Merlin et donc avec Djaoui Cissé sur le banc, il a quand même donc laissé le Paul sur le banc, laissé Djaoui Cissé sur le banc. Il avait tenté des petites choses tout en gardant son idée générale. Et pareil, dans un match normal, on va dire, avec moins d'espace, Altamari finalement a moins d'intérêt. Donc j'aurais bien aimé le challenger Habib Beye sur un match à 11 contre 11. Là, on ne peut pas vraiment en tirer des conclusions. Ils ont en tout cas bien réussi. Et donc, évidemment, que pour Beye, ses choix sont validés de fait, par défaut, mais ils le sont. C'est vrai que sur ce match-ci, comme je l'ai dit un peu plus tôt avec le carton rouge, c'est un peu compliqué de faire une analyse sur le match d'Habib Beye. Moi, ce que j'ai envie de revenir un petit peu, c'est en fait la transformation de ce Rennes-ci, qu'à un moment donné où est-ce que Beye était presque sur le point d'être envoyé du stade rennais. C'est vrai qu'il a eu ces choix forts de mettre
des joueurs cadres, que ce soit Fofana, que ce soit Blas, même Quentin Merlin qui est revenu maintenant dans 11 titulaires, mais de côté, il n'a pas eu peur de lancer les jeunes et aujourd'hui, c'est les jeunes qui lui rendent. Non pas que dans les statistiques, mais même dans la façon de jouer. On sent que le bloc est beaucoup plus haut. Alors, on sait que pendant longtemps, ils ont eu vraiment beaucoup de mal à jouer, à être cohérents sur 90 minutes. Ça va beaucoup mieux. Et puis, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est qu'ils ont, alors pas la chance, j'aime pas parler de chance dans le ballon, mais qui vont un petit peu de leur côté. C'est vrai que là, ils ont quand même des circonstances de jeu et on parle du carton rouge quand même qui les aide derrière à faire des résultats. Mais c'est vrai que j'avais été très très dur avec Habib Beye en disant que je ne savais pas si son message passait auprès du groupe rennais, en particulier par rapport aux grands joueurs. J'aime pas dire des choses comme ça, mais en tout cas des joueurs d'expérience. Et en fait, il est arrivé à changer complètement, à intégrer les jeunes joueurs. On parle de Kader Maïté. Alors c'est vrai que quand il débute, c'est différent, mais voilà, il n'a pas peur de faire des choix forts. Et aujourd'hui, il le rend bien sur le terrain. Il a fait un choix, certes. Après, moi, en analysant le début de saison, quand il a été le dos au mur, il a fait les vrais bons choix d'aller sur les jeunes qui sont sa marque de fabrique. Mais en tant que jeune entraîneur, parce que c'était pas facile. Effectivement, c'était pas facile. Non. Un peu le contexte mais disons que, tout à fait. Mais il l'a fait. Moi, je dirais qu'il aurait dû le faire avant et assumer carrément ce qu'il est depuis le début. Et il a perdu un peu de temps. Il a eu du mal. Et puis évidemment, les faits lui ont donné raison. Donc moi, je suis ravi de ça, mais je pense qu'il l'a fait un peu tard. Mais peu importe, il l'a fait et ça marche. Après, il y a un truc intéressant pour lui, c'est que là, Aïd Boudlal n'est pas là, il est à la CAN, et il a choisi aussi de ne pas mettre Rouault qui donne pas entière satisfaction et d'aller mettre Seydou qui a fait un très bon match ce soir, le petit Seydou. Ouais. Donc pour lui c'est bien parce que dans sa rotation il se sert aussi là de l'absence d'Aïd Boudlal pour marquer, pour mettre sa marque. Il prend pas Rouault, il met Seydou qui fait un gros match. Donc là, pour lui, c'est bon. Même dans sa rotation, d'impliquer les autres joueurs comme Meïté et dire même à Le Paul peut-être de le challenger parce que peut-être a-t-il été un peu moins, moins bon à l'entraînement. Je ne sais pas quelle est la raison, ou tout simplement pour perturber le collectif adverse. Il y a peut-être moins de complémentarité pour le coup entre Meïté et Mbolo à deux devant là que Le Paul Mbolo ou Le Paul Meïté d'ailleurs. Ouais, parce que tu parles. Messieurs, on va accueillir Fred. On a un supporter rennais qui nous attend depuis quelques minutes. Salut Fred, au 32-16 sur RMC. Bonsoir tout le monde. Salut Fred. Franchement Fred, on est début janvier, vous avez 30 points, vous enchaînez les victoires. Qui aurait dit ça au mois d'octobre C'est sûr. Bon, déjà, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2026. Très belle année à toi, et effectivement Fred. Beaucoup. Tout le Merci bonheur beaucoup. du monde. Non, mais après, juste pour revenir rapidement sur le carton rouge. Non, on aimerait vraiment parler du match. On en a parlé du carton rouge. Est-ce que tu as aimé la prestation? Pour dire que j'étais d'accord avec Paul, parce que voilà, c'est pas possible de tuer les matchs comme ça rapidement. Donc maintenant, pour toi, il n'y avait pas rouge? Alors, il y a contact maintenant, rouge ou pas rouge. Je sais pas s'il y a rouge, mais objectivement, voilà, on peut pas dire que. On peut pas dire que voilà, il faut arrêter ça parce que ça tue les matchs. Mais c'est les règles, dernier défenseur, faute, c'est carton rouge. Parce que dans ce cas-là, c'est quoi? Les rouges sont acceptés qu'à partir de la 46e minute quand on reprend le jeu? Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est une réforme complète qu'il faut faire. On va pas refaire le débat encore une fois, mais c'est juste, voilà, je suis d'accord avec ce qu'a dit juste avant l'auditeur lillois et voilà, je vais pas rajouter une couche. Maintenant sur le match en lui-même, évidemment, je suis très content parce qu'on prend 3 points. On se retrouve 6e. Voilà, c'est intéressant. Je trouve que dans le jeu, ils ont été costauds. Moi, il y a des individualités qui ressortent. Je pense notamment à Aïd Seydou. Je pense à Quentin Merlin qui était pas forcément très très bien depuis le début de la saison et qui là est en train de se remettre en avant. Donc tout ça, c'est positif. Après voilà, vous l'avez dit, le calendrier qui arrive est relativement intéressant, donc il va falloir confirmer tout ça, mais je pense qu'on est sur une très très bonne dynamique et il faut que ça continue comme ça. Ouais, moi je voulais aussi revenir par rapport au schéma tactique d'Habib Beye et qu'il faut absolument mettre en avant, en tout cas c'est mon avis, et surtout qui pose beaucoup de problèmes aux adversaires. C'est justement sa manière de jouer avec 3 défenseurs centraux, c'est 2 pistons, et en l'occurrence Frankowski et Eltermari qui font une saison incroyable depuis qu'ils ont été alignés de la part d'Habib Beye, et surtout ces 2 attaques en action, et ça Flo l'a dit, et d'ailleurs tu regardes les buts de ce soir, ça arrive exactement sur cette situation-là, où en fait ils sont en supériorité numérique sur chaque centre, et ce qui permet ce soir à Quentin Merlin d'être seul, de pouvoir ajuster le gardien de Lille, et c'est pareil sur le premier but, et ça c'est une grande force d'Habib Beye, c'est voilà, il se tient à son schéma, il n'a pas peur de jouer avec son 3-5-2, il l'impose, peu importe les joueurs qui sont dans la rotation, et aujourd'hui c'est aussi la réussite d'Habib Beye, non pas que les joueurs, mais aussi la tactique qu'il met en place, qui pour moi est un vrai succès en Ligue 1. Et au passage, il y avait un duel qui était intéressant en termes de génération, c'était Jacques et Giroud, parce que là on a l'un des tout meilleurs défenseurs à venir et qui a d'ailleurs des gros clubs sur le dos, le Real carrément, et le Milan AC, et les premiers duels, il a été très fort Jacquet sur Giroud. Et qui ont le même agent d'ailleurs.
Le même agent. Ah, le ça même peut agent. avoir une importance. Merci beaucoup Fred d'avoir le même été âge. avec nous, supporter rennais au 32-16 sur RMC pour débriefer le succès de Rennes sur la pelouse de Lille 2-0.